Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet passionnant qui passionne les plus grands passionnés. Tu connais le festival de Cannes? Il y a un équivalent pour la mode masculine, ça s'appelle le Pitti Uomo. Et il n'est pas à Cannes, il est à Florence en Italie. È una musa che ci invita. Alors le Pitti, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus grand et célèbre salon professionnel de mode masculine. En l'occurrence, la semaine dernière j'étais au Pitti et j'ai eu envie de revenir et de t'en parler plus en détail de ce qu'on fait là-bas, pourquoi c'est un salon qui est si connu, quelle est la réalité au quotidien dans ce salon et t'expliquer simplement pourquoi j'aime cet événement-là. En janvier 2020, c'était la 97e édition, donc il y a 2 éditions par an, donc là ça fait presque 50 ans que le Pitti rythme les tendances de la mode masculine. Alors on lit tout et n'importe quoi sur le Pitti. Pour certains, c'est un lieu de débauche too much vestimentaire, et pour d'autres, c'est un moment incontournable quand on travaille dans le milieu. Qu'en est-il vraiment? Alors avant tout, c'est un salon qui est professionnel, donc qui n'est pas ouvert à tout le monde. Ceux qui peuvent y accéder, ce sont les marques, c'est si tu es propriétaire d'une boutique, et les journalistes, et dans une certaine mesure, les influenceurs et les blogueurs. Moi j'y vais en tant que presse, en tant que média. Bon, tu as pu voir, on a fait beaucoup d'articles sur le Pitti, que ça soit en vidéo ou par écrit. Et là, cette année, c'était la 6e ou 7e fois que j'y vais. Et moi, perso, le Pitti, j'adore ça. Moi, quand j'atterris à Florence pour y aller, à chaque fois, c'est une grande excitation, une curiosité. Je me demande qu'est-ce que je vais découvrir, qui je vais rencontrer, quelles sont les nouvelles marques qui vont me taper dans l'œil. Enfin, c'est vraiment un moment de découverte et de passion qui est juste fabuleux. Pourquoi j'y vais? Parce que c'est un super kiff de découvrir avant tout le monde les nouvelles collections, un an à l'avance. Et d'être à 2 heures de Paris dans un même lieu, de voir autant de marques très différentes, de l'art tailleur italien au streetwear un peu chelou, et avec tous les fondateurs qui sont présents sur les stands avec lesquels on peut discuter. Enfin, c'est tous ces univers qui se mélangent, qui se côtoient dans un même endroit, c'est juste génial. Mais tu vois, le Pitti, c'est comme David Guetta et c'est comme Rolex, c'est qu'on adore en dire du mal, on adore les critiquer. Mais alors critiquer quoi? Et bien justement, ce qui a rendu le Pitti si célèbre, à savoir, il y a certains visiteurs qui viennent et qui ont des tenues vraiment extravagantes. C'est ce qu'on appelle les pans du Pitti. Alors quand tu arrives au Pitti, comment ça se passe le premier matin? Alors moi personnellement, j'ai qu'une envie, c'est de récupérer mon badge le plus vite possible parce qu'il y a toujours des petits soucis, etc. Mais quand tu arrives à l'entrée, en fait, les gens très bien habillés marchent d'un coup très lentement parce que tu as plein de photographes en face qui essayent d'avoir la meilleure tenue, la plus jolie et de la publier le plus vite possible. Donc les gens jouent le jeu, ils font genre, ils téléphonent, ils marchent doucement, mais ça fait partie de l'expérience Pitti, quoi. On vient pour voir ce genre de truc. Alors tu vois, le Pitti, on a cette image hyper sartoriale où tout le monde est en costume. En fait, c'est complètement faux. Les mecs que tu vois en costume sur Insta, ça doit même pas représenter 10% des visiteurs du salon. Mais sinon, tu vois, la plupart des visiteurs, moi je trouve qu'ils sont habillés tout à fait normalement, donc un jean, un blazer, une chemise, ou parfois juste un pull, ou juste une chemise quand c'est en été qui fait très chaud. Et la plupart du temps, tu devines pas forcément qu'ils travaillent dans la mode. Alors ça dit, tu devines s'ils sont italiens ou pas, parce qu'en général, ils ont beaucoup de bracelets, ces Italiens. Alors bien sûr, tu en as qui sont en costume avec des tenues vraiment too much, mais tout comme à certains défilés, je sais pas moi, de Balenciaga, ou de vêtements, tu en as qui sont dans des tenues streetwear complètement too much. C'est pareil. Mais tu vois, avec le recul, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien que ces personnes-là, un peu excentriques, elles aient un endroit où 2 fois par an, elles peuvent complètement se lâcher vestimentairement parlant, et le cadre est fait pour ça en fait. C'est totalement accepté et c'est vraiment cool pour elles. Alors tu vois, cette année, j'ai essayé de me rappeler des looks que j'ai vus, mais en fait, j'ai eu du mal parce que je me suis pas trop attardé sur la place centrale où il y a les fameux murets où tout le monde s'assoit. Muret qui est d'ailleurs très inconfortable quand tu es en position assise, et surtout en été où là tu as le soleil qui tape, et vu qu'il y a de la pierre partout, c'est une fournaise. Cela dit, soyons sérieux, un Pitti sans pont, pour moi c'est pas un Pitti quoi. Moi si je viens en Pitti, on va pas se mentir, c'est aussi pour voir plein de mecs qui osent des trucs totalement, enfin de plus ou moins bon goût on va dire, en costume, et un Pitti sans tous ces gens-là, moi je trouverais ça vraiment dommage quoi. Tu vois, Georges Pompidou avait dit à Chirac, arrêtons d'emmerder les Français, et moi je dis, arrêtons d'emmerder les pans du Pitti. Et d'ailleurs, si tu es écœuré par le sartorial et surtout que tu veux voir aucune cravate 9 plis non doublée ou aucun costume croisé coloré, tu peux tout à fait faire ton Pitti sans voir une seule de ces personnes. Il suffit simplement de pas aller sur la place centrale et du coup tu verras aucun pan et là tu vas pas râler. Et d'un avis très personnel, justement tous ces pans qu'on aime bien critiquer, moi je trouve qu'honnêtement la plupart du temps elles sont super habillées quoi, c'est des couleurs, c'est choisi avec goût, il y a des super accords cravate-veste et c'est hyper inspirant, donc j'aimerais qu'on redonne un peu à César ce qui est à César, comme on dit. Au niveau des tendances, c'est un peu le truc qui m'a surpris parce que finalement, d'une année à l'autre, c'est pas si différent que ça en fait. Moi, si tu montes des photos de tenue de 2015 et des photos de 2019, je verrai pas vraiment de différence. Il y a toujours cette espèce de tendance très générale un peu tailleur, mais ça va pas beaucoup plus loin.
Me concernant, moi maintenant je vais au Pitti plus trop pour voir les tenues des gens dehors, mais vraiment pour voir les marques qui exposent. Et en fait, avec Julien, qui est donc notre chef de collection, on y reste une journée et demie, donc ça passe très très vite sur un salon. Le salon ouvre à 9h30, il ferme à 17h30 voire 18h, donc la journée passe très très vite et j'ai vraiment pas le temps de traîner une heure sur la place centrale à regarder les mecs habillés. Alors justement, quand je dis que je vais voir les marques au Pitti, qu'est-ce qu'on voit exactement? Alors en fait, tu as les marques qui exposent leur collection un an à l'avance. Donc là, c'était le Pitti de janvier 2020 où j'ai vu les collections pour l'hiver 2020. En juin 2020, tu auras donc la deuxième édition du Pitti. Et là, ça sera les collections pour le printemps-été 2021 que je verrai. Alors vu que ce sont les collections qui sont exposées quasiment un an à l'avance, les marques n'aiment pas trop qu'on prenne en photo leur stand. Tout simplement parce que entre le moment où elles montent la collection et 9 mois plus tard où elles seront vendues, elles ont peur de tomber sur une petite marque un peu agile qui va tout pomper et qui vont se faire doubler quoi, sur tout le travail de créativité qu'elles ont fait pour cette collection. Et ces marques justement, qui vient visiter les stands? Eh bien en fait, tu as des acheteurs du monde entier qui viennent et les boutiques qui représentent sont de toutes les tailles possibles en fait, de la plus petite à la plus grosse. Par exemple cette année, je sais que Julien, donc le fondateur de la boutique Jinji à Paris, qui vend plein de marques japonaises, était au Pitti, tout comme il y avait les acheteurs de l'exception, cet e-shop qui est spécialisé dans les marques contemporaines. Donc là, ils viennent choisir l'événement qu'ils mettront en vente pour l'hiver 2020. Et aussi évidemment, tu as les acheteurs des plus grands magasins du monde qui viennent, donc les grands magasins japonais, américains, européens. Ils viennent faire leur sélection comme tout le monde. Alors ces acheteurs-là viennent du monde entier parce que finalement un salon aussi gros que le Pitti réservé à la mode masculine dans le monde, t'en as pas vraiment en fait. Alors il faut savoir qu'au Pitti, tu as plus de 1200 marques qui exposent, c'est absolument énorme. Et donc oui, forcément dans l'eau, tu as des marques qui me parlent absolument pas ou d'un goût un petit peu douteux. Et alors le truc marrant, c'est que cette année, à l'entrée du Pitti, tu avais déjà une Lamborghini pour la marque de Cristiano Ronaldo qui exposait, donc faut pas se fier à ça on va dire. Et ouais, le Pitti c'est pas ça, et t'as une variété encore une fois de marques qui est immense. Vraiment, tu as des pavillons entiers de marques que je ne connais pas. C'est-à-dire que moi je lisais la liste des dizaines de marques dans un bâtiment. J'en connaissais aucune parce qu'elles sont totalement absentes en Europe ou pas du tout distribuées, ou c'est un univers qui est très éloigné des marques dont on parle sur Bonne Gueule. Ça va du chemisier italien qui vend des chemises à 700 € en passant par des marques streetwear complètement cheloues et improbables. Moi j'ai vu une marque de streetwear inspirée des vêtements de ninja par exemple. Tu as aussi des marques de souliers américaines, des marques de souliers italiens, tu as des marques de souliers anglaises aussi, et tu as des marques de sneakers du monde entier. C'est très large, tu as même du techwear japonais. Alors les marques sont plus ou moins classées par univers et par tranche de prix. Là cette année par exemple dans le même pavillon tu avais De Bonne Facture, tu avais ABSL Garment, tu avais National Standard et tu avais Nanamika. Et puis au centre tu as le fameux pavillon central, alors c'est un peu le cœur historique du Pitti où là tu as la plupart des marques sartoriales qui sont exposées. Donc c'est là que tu vas retrouver des Lardini, des Lubiam, des Tagliatore qui sont ces marques de costumes italiennes très haut de gamme. Côté chaussures tu vas avoir des Alden ou des Crockett Jones qui sont aussi exactement dans ce même pavillon. Alors le stand incontournable quand on va au Pitti c'est celui de Brunello Cucinelli. C'est une marque italienne très haut de gamme, très cher aussi, réputé pour son sens des couleurs pastel, son sens du layering et ce mélange très subtil entre l'élégant et le décontracté. Et puis tu vois, il y a toute une légende autour de son créateur qui s'appelle Brunello Cucinelli. Et d'ailleurs Brunello, 40 ans après la création de sa marque, il vient encore sur le stand répondre aux journalistes, aux interviews, etc. C'est un mec qui a l'air d'être super sympa. C'est un des plus grands stands du Pitti, je dirais qu'il doit faire peut-être 100 mètres carrés par exemple, ce qui est très grand. Donc tu as toute la collection à venir qui est exposée, donc tu as plein de silhouettes sur des mannequins, où là qui exportent tous les univers possibles de la marque, donc les mailles, les costumes, l'outerwear, le côté un peu parfois sportwear, un peu plus citadin. C'est très large quoi, tout est exposé. Donc là chez Cucinelli, c'est que ce qui est bien, c'est que contrairement à d'autres stands où les vêtements seront juste posés sur des cintres, là il y a plein de mannequins sur lesquels les vêtements sont posés. Donc tu peux vraiment te faire une idée de à quoi ressemble les vêtements portés, notamment au niveau de la coupe des pantalons qui est très particulière chez Cucinelli. C'est une marque qui est souvent vue très juste dans les nouvelles tendances qu'elle présente, donc c'est pour ça que c'est un stand qui est très couru au Pitti. Bon bref, on préfère un épisode de Parle Vêtements entier sur cette marque, mais c'est pas le sujet. Alors moi mon plaisir c'est qu'il y a maintenant un espèce de pavillon officieux du techwear, donc officieux parce que il n'est pas formellement identifié comme un pavillon techwear, mais dedans t'as que des marques autour de cet univers là. Et c'est là où tu as aussi plein de marques de techwear japonaises, tu as Snowpeak, Goldwyn, Face, Descente et surtout And Wonder. Donc pour moi c'est un vrai paradis, c'est un énorme kiff. Limite je viens rien que pour ça. Et pour moi, surtout quand on a cette double casquette média et à la fois marque de vêtements, c'est doublement intéressant parce que ça me permet vraiment de trouver plein de nouvelles marques à recommander. Ça me permet également de prendre le pouls sur les grandes tendances.
Et surtout de trouver des marques avec qui pourquoi pas on pourrait collaborer. Et tu vois, Bessel Garman, cette marque que j'aime beaucoup, avec qui on a collaboré 2 fois, c'est une marque que j'ai rencontrée au Pitti. Alors vu que le Pitti expose des marques qui sont vendues dans des boutiques multimarques, c'est un salon qui ne concerne absolument pas les marques digitales sans intermédiaire dont Bungle fait partie. Donc au Pitti, tu n'auras aucune chance de trouver un As ou un Le Pantalon ou un Everlane par exemple. C'est un salon qui n'est pas du tout concerné par ces nouveaux modèles économiques. Donc tu as le Pitti, le salon, mais tu as aussi tous ces à côté le soir. Et en été, quand le soleil se couche, tu as une ambiance qui est très particulière, vraiment sympa, où tout le monde est détendu, tout le monde est super bien habillé, c'est vraiment hyper cool. Et c'est très paradoxal parce que tu vois, au Pitti, je communique bien plus avec certaines marques françaises que quand on est à Paris, parce qu'à Paris, tout le monde a 1000 trucs à faire, mais pas au Pitti où il n'y a pas d'enfants à gérer, où vraiment les marques viennent pour travailler. Tu vois, je me souviens d'un dîner dans l'un des meilleurs restaurants italiens où j'ai jamais mangé. Il y avait donc Arthur de Vicomte A, à l'époque où il y était encore. Il y avait Déborah de Bonne Facture, il y avait Benoît Carpentier et sa femme qui avait une très belle marque qui s'appelait Marchand de Drapier. C'était un moment de partage vraiment génial alors qu'on était tous d'univers très différents. Pareil à ce dîner où j'ai été avec les 2 frères de la marque de maroquinerie Atelier Auguste, une marque dont on parle bien trop peu sur Bungle alors que ce qu'ils font c'est vraiment canon. Là aussi, c'était un moment qui était super dans un restaurant très traditionnel. Et ça, ces moments-là, j'ai l'impression que finalement, ils sont possibles qu'au Pitti, ils vont jamais arriver à Paris. Ces instants d'allégresse, et moi, ça me manque un peu, où on est tous là à parler de notre passion autour d'un petit verre de Chianti. Enfin, cela dit, je dis ça, mais cette année, je reconnais, on a dîné avec l'équipe de ICA, avec Christophe, le rédacteur en chef, Nicolo et Julien. Et tu vois, c'était super cool, ça m'a permis d'écouter dans un cadre un peu plus différent qui n'existerait pas à Paris. Et ça, ces instants-là, ils sont possibles qu'au Pitti finalement. Asia, c'est une petite marque fondée par un Basque, Joaquin, qui est spécialisé dans la maroquinerie. Et c'est ça qu'on vient chercher au Pitti, cet échange, ce partage avec plein de créateurs différents de vêtements qui se rencontreraient jamais en vrai à Paris. Et tu vois, quand tu as les soleils qui se couchent dans les rues de Florence, tu prends un petit spritz, avec modération évidemment, c'est trop bien. Et ça fait partie d'une grosse valeur ajoutée du Pitti, selon moi. Alors les 2 premiers Pitti que j'ai fait, à l'époque où j'étais motivé, ça m'arrivait de sortir en club, tu vois, en discothèque. Et là, c'est particulier parce que tu vois tous les mecs en salon en journée qui sont ultra professionnels, voilà, qui gèrent des acheteurs et tout. Et le soir, tu vois, il y a une ambiance hyper festive, ils font la fête, ils sont sur la piste de danse et c'est particulier quoi. Il faut le vivre. Et ouais, vraiment faire la fête avec Arthur de Soultré autour d'une bouteille de tequila de Patron, je m'en souviens encore. C'est un moment, moi, je l'oublierai jamais. Et pour finir, j'aimerais te parler un peu de ce que j'ai vu moi à ce Pitti, de ce qui m'a marqué. Alors, pour moi, c'est le changement dans la continuité. Il n'y a pas eu de différence par rapport au Pitti précédent. C'était plus ou moins pareil. Je sais que c'était le 97e, donc l'année prochaine, ça sera le 100e. Et à mon avis, ça va être un truc énorme. Là, il ne faudra pas le manquer, celui-là. Alors, il y a 3 marques qui m'ont vraiment plu, que j'ai découvertes. Donc, il y a Yucatan, qui est cette marque de chaussures américaine qui fait des espèces de mocassins amérindiens un peu effet trappeur. Je passais souvent dans le stand à chaque Pitti, mais là, j'ai vraiment l'occasion de bien prendre les produits en main, de bien prendre le temps de regarder. Et c'est vraiment super sympa ce qu'ils font. J'ai beaucoup apprécié. Ils ont 3 gammes, donc ils ont la gamme connue où là, c'est vraiment inspiration trappeur, avec les semelles Vibram qui est canon. Ils ont une gamme fabriquée au Mexique avec des super formes, très ergonomiques, très haricots. Et aussi ils ont une nouvelle gamme au Portugal je crois, qui est plus abordable et qui est aussi super sympa. Ensuite il y a Size qui est fondé par un fils de l'Europiana, qui est une marque de techwear italienne très haut de gamme. Et c'est très beau ce qu'ils font, c'est très contemporain. Et il y a une marque japonaise je crois qui s'appelle Face, un peu techwear, où ils ont plein de sacs très différents, enfin avec du X-Pack, avec du Cordura, puis ils ont une ligne d'outerwear qui est super cool aussi. Handwander, la marque japonaise, donc j'ai kiffé parce qu'ils avaient plein de sacs en Dynéma. Évidemment, Julien et Christophe qui étaient avec moi, eux, bizarrement, ça leur a pas parlé du tout. On se demande pourquoi. Si tu veux en savoir plus sur ce qu'on a vu au Pitti, surtout, ne loupe pas l'article de Nicolo parce que lui, il y était aussi. Donc de son côté, lui, il vivait sa vie et il voyait les marques qu'il voulait. Où il a rencontré plein de nouvelles marques, il a pris des photos, je crois qu'il y a une dizaine de marques où il expliquait un peu ce qu'il a aimé. Et aussi, tu peux relire ce qu'on a fait aussi pour janvier 2019 au Pitti, qui pour moi reste encore complètement valable, complément d'actualité. Évidemment, tous ces liens-là, je te les mets en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce qu'était le Pitti. Si ça t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tu t'inscris à la newsletter. Et moi, je te dis à très bientôt. Salut!